Mbote moninga, salutations l'ami avec eux. Le 27 février 1994 à Celina au Texas, des officiers de police trouvent le corps sans vie d'une femme dans une maison abandonnée après des appels anonymes étranges. Les circonstances exactes entourant la mort de cette femme étaient inconnues. Cependant, l'écho de sa mort résonne encore aujourd'hui. Ce soir, je vais te raconter l'histoire étrange et troublante de la mort d'Olivia Mabel. Cette histoire, comme beaucoup d'autres, commence avec une famille heureuse. Travis et Olivia Mabel sont un charmant couple qui vit dans une ville tranquille du Texas du nom de Celina, dans un ranch de 5 hectares. Ils ont un fils de 7 ans du nom de Hayden. Il était leur petit rayon de soleil. Ils étaient aux petits soins pour lui. C'était un vrai petit prince. Le matin du 13 juin 1990, Hayden est sorti pour jouer dehors comme à son habitude. La seule règle qui lui était imposée était de rentrer à la maison pour le dîner. Donc, à 17h30, ses parents s'attendaient à ce qu'il rentre. Mais Hayden n'était toujours pas rentré. Travis et Olivia ne sont pas inquiets. Il arrive souvent à leur fils de perdre la notion du temps quand il joue. Donc ils patientent un moment, puis ils vont le chercher. Ils sortent de la maison et se mettent à appeler son nom. Mais Hayden ne répond pas. Alors, ils se dirigent vers un étang qui se trouve tout près de la maison. Et là, ils vont le retrouver. Le petit garçon se trouvait dans l'étang, son corps flottant face contre terre. Hayden était mort noyé. Il est sans aucun doute tombé dans l'étang, et ne sachant pas nager, il est arrivé ce qui est arrivé. Malheureusement, comme dans la plupart des cas pour des parents qui perdent leurs enfants, la relation entre Olivia et Travis a commencé à battre de l'aile. Olivia, accablée de chagrin et de culpabilité, commence petit à petit à s'isoler. Elle cesse d'aller travailler, de communiquer avec ses amis et sa famille, et elle a même pris ses distances vis-à-vis de son mari, ce qui a inéluctablement abouti à leur divorce au début de l'année 1991. Travis a quitté leur maison et s'est installé ailleurs. Quelque temps après, il se remarie et emménage à New England, soit à plus de 2900 km du Texas, perdant définitivement tout contact avec Olivia. Après le départ de Travis, les amis et la famille d'Olivia se sont énormément inquiétés pour elle. Elle ne sortait plus de chez elle et on n'entendait plus du tout parler d'elle. Ils lui ont donc écrit des lettres, appelé au téléphone, ils sont même venus chez elle. Mais Olivia n'a jamais répondu aux appels et encore moins aux lettres. Elle n'a également jamais ouvert sa porte à qui que ce soit. D'ailleurs, leur maison semblait à l'abandon. La dernière fois qu'Olivia a été aperçue en vie datait de septembre 1991. Certains ont donc supposé qu'elle avait déménagé et coupé tout contact avec ses amis et sa famille afin d'oublier la perte de son fils. C'est en tout cas ce qu'on aurait pu croire. Seulement, le 27 février 1994, le poste de police de Celina reçoit un appel des plus étranges. Lorsque la standardiste a répondu à l'appel, il n'y avait que du silence à l'autre bout de la ligne. Puis ça a raccroché. Dans les minutes qui ont suivi cet appel, la police a reçu 2 autres appels exactement identiques. La police a alors tracé les coups de fil. Ils provenaient du ranch d'Olivia Mabel. Alors ils se sont rendus sur les lieux. Ils se sont annoncés, mais n'obtenant aucune réponse, les officiers de police ont défoncé la porte de peur que quelqu'un soit retenu en otage ou qu'il soit en difficulté. Quand ils sont enfin entrés, ils ont remarqué que la maison était à l'abandon. Tout était dans un état lamentable, étouffé par la poussière et resté pendant longtemps négligé. Le téléphone qui avait été utilisé pour passer ces appels semblait ne pas avoir été utilisé depuis un sacré bout de temps. Et il y avait comme une odeur de mort qui flottait dans l'air. En fouillant la maison, ils ont pénétré dans la chambre d'Hayden, qui était étonnamment bien rangée. Au milieu de la pièce se trouvait le corps partiellement momifié d'une femme en chemise de nuit et en pantoufles. Elle était assise sur une chaise à bascule et serrait dans ses mains une poupée artisanale grossièrement fabriquée avec des bâtons. La poupée ressemblait à un petit garçon et était enveloppée dans des bouts de tissu des vêtements d'Hayden. Tu l'auras compris, c'était Olivia Mabel. Les légistes vont estimer plus tard qu'elle était morte depuis environ 2 mois ou peut-être plus. Mais c'est là que les choses vont devenir creepy, comme le disent les Américains, ou bizarres, flippantes, et prendre une tournure de film d'horreur. Parce que, en face du cadavre d'Olivia, se trouvait une sorte d'autel cérémonial, clairement dédié à son fils décédé. L'autel était recouvert
d'un drap pour enfants. Sur l'autel, on pouvait observer une photo d'Aiden, des images d'Aiden dessinées à la main, une profusion de messages écrits à la main par Olivia, des objets appartenant à Aiden, notamment un gant de baseball, un ours en peluche et une paire de chaussures. On pouvait également voir des bougies, des fleurs et une urne contenant des cendres d'Aiden. Plus encore, sur le devant de l'autel, une écriture a été apposée dans une langue incompréhensible. Il s'avère que cette langue, c'était du sanskrit, une langue indo-européenne antique, qui, aujourd'hui, fait partie des langues officielles de l'Inde. L'écriture se traduit par créer, construire ou bâtir. Les causes de la mort d'Olivia étaient inconnues. Les légistes n'ont pas pu affirmer avec exactitude ce qui a conduit à sa mort. Suite à une investigation approfondie, l'affaire a été classée sans suite. Conclusion, il n'y a rien à dire, on ne sait pas de quoi elle est morte. Maintenant, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Mais c'est mal connaître l'être humain. Il faut toujours qu'il cherche la petite bête. Il a besoin d'une explication pour tout. Donc des rumeurs ont pris le pas sur les causes de la mort d'Olivia. Et sa mort est devenue une légende locale. La plus populaire des théories expliquant sa mort étant que Olivia s'est adonnée à des pratiques occultes et a attiré ou créé quelque chose de maléfique qui a eu raison d'elle. Bien entendu, les autorités étaient contre des explications aussi farfelues, mais n'ayant pas d'explication crédible à donner au public, tout le monde se fichait de ce qu'il pouvait bien penser. Francesca Santiago, l'une des premières agents arrivés sur place, a décrit ce dont elle était témoin. Well, honestly, it still just doesn't make any sense. I remember being there and it was just freezing cold inside that house and it was warm outside. She was just sitting in a chair and I can't tell, we still don't know how long she had been there for. She was just there, dead, and there was a crib in the corner. She wasn't pregnant or anything. No one found anything about that. It was just there. It was, very strange, I would say. There were a lot of photos and personal objects on that, and candles, and, it's things you actually use to see in what we call santuarios. It's like this place with personal objects of the deceased and certain, how would I describe this? It's like chants or things that are written down like a prayer. And I wouldn't recommend, even if someone put that out there, they were definitely trying to do something that I wouldn't even recommend going into. There was something just really evil in that house. It's the kind of thing that once you mess with it, it just doesn't stop. Dans un autre média, elle a dit « J'ai passé beaucoup de temps à El Paso, et j'avais un oncle qui s'adonnait à des activités occultes très sombres. Je l'ai reconnu immédiatement. Lorsque je suis rentré dans cette pièce et que j'ai vu les symboles et les photos sur l'autel, j'ai senti une forte présence de colère me dominer. C'était honnêtement la dernière chose que je m'attendais à voir dans cette ville. » Les déclarations de l'officier Santiago n'ont pas vraiment aidé les autorités. Elles n'ont fait qu'alimenter le moulin des théories. D'ailleurs, la théorie dont j'ai parlé précédemment ne sort pas de nulle part. Les personnes qui se sont penchées sur l'affaire ont élaboré cette théorie en se basant sur des faits tels que l'autel dédié à Aiden et les objets qu'on a trouvés dessus, mais également sur les traductions du sanskrit posées devant l'autel. La légende locale veut que Olivia, refusant d'accepter la mort de son fils, s'est isolée dans sa maison durant quelques années, au cours desquelles elle a fait des recherches et a appris comment créer une entité ayant les traits de son fils. Un être sensible basé sur le bouddhisme tibétain, façonné par le pouvoir des pensées de son invocateur. Cette entité est connue en tibétain sous le nom de Tulpa ou Tulpa. C'est une entité spirituelle créée par la force de la volonté de son invocateur et qui est forcée à se manifester dans le monde physique. D'ailleurs, j'ai trouvé sur le net des tutoriels apprenant comment invoquer un tulpa. Mais, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Je ne plaisante pas. N'essayez surtout pas de le faire chez vous. Ne tentez pas le diable. Une lettre trouvée sur l'autel avait suscité la controverse. L'agent Santiago, encore elle, a dit à propos de cette lettre
L'un des éléments les plus étranges pour moi est la date de la dernière lettre que nous avons trouvée. Elle a été datée le 27 février 1994, le jour même où nous avons enfoncé la porte de cette maison, le même jour où on a trouvé son corps. La ville a conclu qu'elle avait tout postdaté. Donc, si j'ai tout bien compris, la lettre aurait été écrite par Olivia environ 2 mois après sa mort. Le mystère s'épaissit. Voici le contenu de la lettre en question. Mon Hayden, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû laisser les choses en arriver là. Je m'en vais. Je ne te laisserai pas me garder, toi vilaine créature maléfique. Maman vient te chercher. Hayden, mon doux Hayden. Maman t'aime. Des années après la découverte du corps de Olivia Mabel, les rumeurs selon lesquelles la maison était habitée par une créature maléfique ont pris une telle ampleur que le propriétaire du ranch, Christopher Hagen, n'a pas réussi à vendre la propriété. En fait, le couple Mabel ne faisait que louer le ranch. Il n'en était pas propriétaire. En 2005, pour tenter de démentir ces rumeurs, M. Hagen a engagé une enquêtrice du paranormal basée à Austin. Son nom, Drew Navarro. Cette enquêtrice a dit « Je ne suis même pas sûr que cela ait jamais existé sur notre plan physique. Dans les centaines de lieux que j'ai étudiés, je n'ai jamais ressenti une force aussi imposante. Je ne pouvais pas respirer. Mon cœur battait constamment la chamade. L'énergie changeait sans cesse. Mais rien ne semblait invitant. Quoi qu'il y ait là-dedans, c'est extrêmement possessif et se comporte de manière erratique, comme un enfant jaloux qui fait une crise. En ce qui me concerne, cette maison et l'ensemble de la propriété doivent être évités. Il faut une intervention sérieuse, car je ne suis pas sûr de savoir à quoi nous avons affaire. » Comme résultat des courses, le propriétaire n'a jamais pu vendre le ranch de 5 hectares. Et 22 ans après la mort mystérieuse d'Olivia, l'affaire est toujours irrésolue. Bon, essayons de nous mettre dans la peau de Colombo et analysons tout ça. Pour résumer, on a une femme morte de manière mystérieuse, des appels étranges, un hôtel cérémonial et une lettre écrite 2 mois après sa mort. Soyons rationnels 2 secondes et retirons du tableau tout ce qui est mystique. L'hypothèse qui en ressort est que Olivia, plongée dans le chagrin, a bâti un hôtel pour son fils afin de se souvenir de lui. Mais, aveuglée par le déni de la perte de son fils, elle a ensuite tenté de le ramener à la vie. Mais soyons sérieux, elle n'y est pas arrivée. Cependant, elle ne s'est pas avouée vaincue. Elle a essayé encore et encore jusqu'à en perdre la raison. Parce que, de toute façon, l'esprit humain n'est pas fait pour être cloîtré dans un endroit pendant trop longtemps. Résultat, elle perd la tête et son esprit se met à lui jouer des tours. Elle se met à croire qu'elle voit une entité qui en réalité n'existe que dans sa tête. Donc elle croit avoir réussi à ramener son fils, mais dans un moment de lucidité, elle se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Puis elle décide de se laisser mourir pour rejoindre son fils. D'où la lettre. Elle est peut-être morte de chagrin, de faim ou de soif. Et là, je te vois venir, tu vas me dire, mais ça n'explique pas la date de la lettre. On va dire que elle a postdaté la lettre, comme les autorités l'ont supposé. Et la coïncidence a voulu que ça tombe le jour où on a trouvé son corps. Et en ce qui concerne les appels au 911, il est possible que quelqu'un ait découvert le corps d'Olivia et ait décidé de jouer un canular à la police. C'est tiré par les cheveux, je sais, mais les barjots, c'est pas ce qui manque. Mais il y a un problème. Si Olivia était morte de causes naturelles, telles que la faim ou la soif, ou bien quoi que ce soit d'autre, les légistes l'auraient forcément détecté. Ils sont pas stupides, encore moins compétents. Enfin, je l'espère. Et à propos de l'intrus qui a joué le canular, la police a trouvé la maison à l'abandon. Tout était recouvert de poussière. Si une personne était vraiment entrée dans cette maison, il aurait laissé des traces. Plus encore, le téléphone de la maison ne semblait pas avoir été utilisé depuis des semaines. Par conséquent, cette hypothèse ne tient pas la route. Donc, hop, dans la poubelle. Autre hypothèse, cette fois-ci basée sur la légende locale. Allez, soyons fous. Admettons, je dis bien admettons, que Olivia ait vraiment réussi à créer un tupa.
Dans ce cas, tout marcherait comme sur des roulettes. C'est bien Sir Arthur Conan Doyle, auteur de Sherlock Holmes, qui a dit « Lorsque vous éliminez l'impossible, tout ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. » Par conséquent, si on admet que Olivia a bel et bien invoqué une entité maléfique, alors on peut affirmer que l'entité soit devenue incontrôlable au point qu'elle ait causé la mort d'Olivia. Alexandra David Neal, exploratrice franco-belge, spiritualiste et bouddhiste, a observé la création de tulpas dans le Tibet au XXe siècle. Et elle a écrit dans Magic and Mystery in Tibet, « Une fois que le tulpa est doté de suffisamment de vitalité pour être capable de jouer le rôle d'un être réel, il a tendance à se libérer du contrôle de son créateur. » Donc ça rend crédible l'hypothèse selon laquelle le tulpa a bien causé la mort d'Olivia. Et quant aux appels au 911, on va dire que c'est cette entité le responsable, parce que, rappelez-vous, elle se matérialise dans notre monde. Donc elle est tout à fait capable d'entrer en contact avec les objets sur notre plan d'existence, comme un téléphone. Et donc, appeler la police. Bon sang, je viens de me rendre compte à quel point ce que je viens de dire est stupide. Mais tu vas me poser une question tout aussi stupide. Tu vas me demander, mais Dédé, pourquoi ce tulpa s'est-il senti obligé d'appeler la police? Pour quelle raison? Que veux-tu que je te dise? Franchement, tant qu'on y est, on va dire que le tulpa a eu des remords et a culpabilisé d'avoir tué sa maîtresse. Donc, il a voulu se rendre à la police, mais a finalement changé d'avis. Bon, j'arrête de m'enfoncer avec ces conneries, là c'est trop. Veuillez m'excuser, mais je n'arrive pas à garder mon sérieux alors que je débite de telles inepties. Et pour la lettre alors? Il est vrai que le tulpa aurait pu écrire cette lettre, mais nous ne savons pas s'il avait appris son alphabet. Donc, n'abusons pas. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, j'y arrive pas. Bon, allez, on va dire, comme à l'hypothèse précédente, qu'Olivia les a écrites et les a post-datées. Et voilà, l'affaire est pliée, résolue, tout est clair comme l'eau de roche. Nous avons notre tueur, c'est le tulpa. Mais si on y regarde de plus près, on se rend vite compte qu'il y a un problème dès le début de cette histoire. Déjà, pourquoi la police s'est-elle sentie obligée de tracer ces appels étranges? Après tout, ils reçoivent des centaines d'appels chaque jour. Et tu vas me dire qu'ils n'ont rien de mieux à faire que de tracer un appel qui ne signalait aucune urgence? Ça n'a aucun sens. Et en regardant les dessins qui se trouvaient sur l'autel, il y a un dessin en particulier qui intrigue. Il s'agit du dessin d'un monstre qui ressemble à s'y méprendre au Slenderman. Le Slenderman, si tu ne connais pas, c'est un personnage de fiction issu d'un mème. Il a été créé, tenez-vous bien, en 2009. Là, je crois que tu vois où je veux en venir. Olivia l'a dessiné en 1994, soit 15 ans avant qu'il n'ait été créé. N'allons pas chercher de midi à 14 heures. Toute cette histoire est trop louche. Et j'oserais même dire qu'elle n'est pas vraie. Eh oui, désolé les amis, cette histoire est bidon. C'est une pure invention. Si tu y as cru, je suis navré pour toi. Tu dois te sentir tellement bête en ce moment. Mais ne t'en fais pas, moi aussi j'ai été bête de croire à cette histoire pendant toute une journée. Toute une journée, imagine. Maintenant, ça doit te remonter le moral, du coup tu te sens moins seul. Bon, en fait, l'histoire a été fabriquée de toutes pièces par le groupe Elf Tree, dans le cadre d'un projet qui visait à financer leur court-métrage sur un film d'horreur du nom de Thought Form. C'est le mot anglais pour tulpa. Le court-métrage devait être un found footage, un peu à la façon du projet Blair Witch. Donc ils ont inventé cette histoire, créé un site web retraçant les éléments de cette histoire même pour susciter de l'intérêt autour de leur projet. Les personnes que vous avez vues sur les photos sont des acteurs, et tous les rapports d'enquête d'autopsie sont faux. Ils ont utilisé Photoshop pour vieillir les documents, et les enregistrements audio également sont fabriqués. Malheureusement, leur projet n'a pas vu le jour parce qu'ils n'ont pas atteint
le montant de financement qu'il visait, soit 10 000 $. Néanmoins, j'avoue que c'était un sacré coup de marketing, un véritable coup de génie. D'ailleurs, plusieurs personnes ont cru à cette histoire pendant longtemps, comme moi et toi. Eh oui, j'en remets une couche, qu'est-ce que tu vas faire? Mais voyons le verre à moitié plein. Car ce soir, nous avons appris quelque chose. Il ne faut pas croire aveuglement à une histoire, tout simplement parce qu'elle est supposée vraie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as adoré, écoute, mets un pouce bleu et puis abonne-toi. Quant à moi, je te dis, mbote nayo, tokomonana. Ciao.